L'efficacité symbolique de Claude Lévi-Strauss, Revue de l'histoire des religions, le 21 septembre, 7h58 p.m., lu par Christopher Côté. L'efficacité symbolique. 1. Le premier grand texte magico-religieux connu, relevant des cultures sud-américaines, qui vient d'être publié par M.M. Vassin et Holmer, jette un jour très nouveau sur certains aspects de la cure chamanistique et pose des problèmes d'interprétation théorique que l'excellent commentaire des éditeurs ne suffit certes pas à épuiser. Nous voudrions en reprendre ici l'examen, non dans la perspective linguistique ou américaniste sous laquelle le texte a été surtout étudié, mais pour tenter de dégager ses implications générales. Il s'agit d'une longue incantation dont la version indigène occupe 18 pages, découpée en 135 versets, recueillis d'un vieil informateur de sa tribu par l'Indien Guillermo Aya. On sait que les Kuna habitent le territoire de la République de Panama et que le regretté Erland Nordenskjöld leur avait consacré une attention particulière. Il parvint même à former des collaborateurs parmi les indigènes. Dans le cas qui nous intéresse, c'est après la mort de Nordenskjöld que Aya fit parvenir à son successeur, le docteur Vassin, un texte rédigé dans la langue originale et accompagné d'une traduction espagnole à la révision de laquelle M. Holmer devait donner tous ses soins. L'objet du chant est d'aider un accouchement difficile. Il est d'un emploi relativement exceptionnel, puisque les femmes indigènes de l'Amérique centrale et du Sud accouchent plus aisément que ce n'est le cas dans notre société. L'intervention du chaman est donc rare et elle se produit à la demande et en cas d'échec de la sage-femme. Note 1. Cet article est dédié à Raymond de Saussure. 2. Niels M. Holmer et Henri Vassin, Muigala, or the Way of Mu, a medicine song from the Cunas of Panama, Göteborg, 1947. Le chant débute par un tableau du désarroi de cette dernière, décrit sa visite au chaman, le départ de celui-ci pour la hutte de la parturiente, son arrivée, ses préparatifs consistant en fumigation de fèves de cacao brûlé, invocation et confection des images sacrées ou nuchues. Ces images, sculptées dans des essences prescrites qui leur donnent l'efficacité, représentent les esprits protecteurs dont le chaman fait ses assistants, dont il prend la tête pour les emmener jusqu'au séjour du Mu, puissance responsable de la formation du fœtus. L'accouchement difficile s'explique, en effet, parce que Mu a outrepassé ses attributions et s'est emparé du purba, ou âme, de la future mère. Ainsi, le chant consiste entièrement en une quête de purba perdue, et qui sera restituée après maintes péripéties telles que démolition d'obstacles, victoire sur des animaux féroces, et finalement, un grand tournoi livré par le chaman et ses esprits protecteurs à Mu
et à ses filles, à l'aide de chapeaux magiques dont celles-ci sont incapables de supporter le poids. Vaincu, Moon laisse découvrir et libérer le pur bas de la malade. L'accouchement a lieu, et le chant se termine par l'énoncé des précautions prises pour que Moon puisse s'échapper à la suite de ses visiteurs. Le combat n'a pas été engagé contre Mu elle-même, indispensable à la procréation, mais seulement contre ses abus. Une fois ceux-ci redressés, les relations deviennent amicales, et l'adieu de Mu chaman équivaut presque à une invitation. Aminel, quand reviendras-tu me voir? Nous avons rendu jusqu'ici le terme Nel par chaman, qui peut sembler impropre, puisque la cure ne paraît pas exiger de la part de l'officiant une extase ou un passage à un état second. Pourtant, la fumée de cacao a pour premier objet de fortifier ses vêtements et de le fortifier lui-même, de le rendre brave pour affronter Mu. Et surtout, la classification Kuna, qui distingue entre plusieurs types de médecins, montre bien que la puissance du Nel a des sources surnaturelles. Les médecins indigènes se divisent en Nel, Inatuledi et Apsogedi. Ces dernières fonctions se réfèrent à une connaissance des chants et des remèdes acquises par l'étude et vérifiés par des examens, tandis que le talent du Nel est considéré comme inné et consiste dans une voyance qui découvre immédiatement la cause de la maladie, c'est-à-dire le lieu d'enlèvement des forces vitales, spéciales ou générales par les mauvais esprits. Car le Nail peut mobiliser ceux-ci pour en faire ses protecteurs ou ses assistants. Hein? Il s'agit donc bien d'un chaman, même si son intervention à l'accouchement n'offre pas tous les caractères qui accompagnent habituellement cette fonction. Et les Nuchu, esprits protecteurs qui viennent s'incarner, à l'appel du chaman, dans les figurines qu'il a sculptées, reçoivent de lui, avec l'invisibilité et la voyance, des nijas, vitalité, résistance, qui font d'eux des Nelkans, pluriel de Nel, c'est-à-dire pour le service des hommes, des êtres à l'image des hommes, mais doués de pouvoirs exceptionnels, tels que nous l'avons sommairement résumé. Le chant semble être d'un modèle assez banal. Le malade souffre parce qu'il a perdu son double spirituel, ou plus exactement un des doubles particuliers dont l'ensemble constitue sa force vitale. Nous reviendrons sur ce point. Le chaman, assisté de ses esprits protecteurs, entreprend un voyage dans le monde surnaturel pour arracher le double à l'esprit malin qui l'a capturé et, en le restituant à son propriétaire, assure la guérison. L'intérêt exceptionnel de notre texte ne réside pas dans ce cadre formel, mais dans la découverte qui ressort, sans doute, immédiatement de la lecture, mais dont Aimé Molmer et Vassine méritent néanmoins tout l'hommage que Mu Gala, c'est-à-dire la route de Mu et le séjour de Mu, ne sont pas, pour la pensée indigène, un itinéraire et un séjour mythique, mais représentent littéralement le vagin et l'utérus de la femme enceinte qu'explore le chaman et les Nuchu, et au plus profond desquels ils livrent leur victorieux combat. A Nordenskjöld, an historical and ethnological survey of the Kuna Indians, lighted by Henry Weissing,
Comparative Ethnographical Studies, 10, Göteborg, 1938, page 80, SQ. 2 ID, pages 360 SQ. Holmer et Weissen, no, Weissen, pages 78 to 79. Page. Mais en anglais, fait que, ouais. Cette interprétation se fonde d'abord sur une analyse de la notion de purba. Le purba est un principe spirituel différent du nija, que nous avons défini plus haut. À l'inverse du premier, le second ne peut être ravi à son possesseur, et seuls les humains et les animaux en sont dotés. Une plante, une pierre, ont un purba, mais pas de nija. Il en est de même du cadavre, et chez l'enfant, le nija ne se développe qu'avec l'âge. Il semble donc qu'on pourrait, sans trop d'inexactitude, rendre nija par force vitale et purba par double ou âme, étendu que ces mots n'impliquent pas une distinction entre l'animé et l'inanimé. Tout est animé par l'écuna, mais correspondent plutôt à la notion platonicienne d'idée ou d'archétype, dont chaque être ou objet est la réalisation sensible. Or, la malade de notre chant a perdu plus que son purba. Le texte indigène lui prête de la fièvre, chaud vêtement de la maladie, un passant, une perte ou un affaiblissement de la vue, égaré, endormi sur le sentier de Moupouklip, et surtout, déclare-t-elle au chaman qui l'interroge, Moupouklip est venue à moi, et elle veut garder mon Nigapurba Lele pour toujours. Holmer propose de traduire Nija par force physique et Purba Lele par âme ou essence, d'où l'âme de sa vie. Hein? On s'avancerait peut-être trop en suggérant que le Nija, attribut de l'être vivant, résulte de l'existence. C'est celui-ci, non pas d'un, mais de plusieurs Purba fonctionnellement unis. Pourtant, chaque partie du corps a son purba particulier, et le nija semble bien être, sur le plan spirituel, l'équivalent de la notion d'organisme, de même que la vie résulte de l'accord des organes, la force vitale, ne serait pas autre chose que le concours harmonieux de tous les purbas, dont chacun préside au fonctionnement d'un organe particulier. 1. LC, page 38, numéro 44. En effet, le chaman ne récupère pas seulement le nija pour balayer. Sa découverte est immédiatement suivie de celle, placée sur le même plan, d'autres purbas qui sont ceux du cœur, des os, des dents, des cheveux, des ongles, des pieds. On pourrait s'étonner de ne pas voir paraître, dans cette liste, le purba qui gouverne les organes les plus affectés, ceux de la génération. Comme l'ont souligné les éditeurs de notre texte, c'est que le purba de l'utérus n'est pas considéré comme la victime, mais le responsable du désordre pathologique. Mu et ses filles, les Mugen, sont Nordenskjöld, l'avait déjà indiqué, les forces qui président au développement du fœtus et qui lui confèrent ses Kurnigin, ou capacités. Hein? Nordenskjöld, IC, page 361, SQ. Or,
Le texte ne fait aucune référence à ses attributions positives. Mu paraît comme un fauteur de désordre, une âme spéciale qui a capturé et paralysé les autres âmes spéciales et détruit ainsi le concours qui garantissait l'intégrité du corps principal. Cuerpo, jefe, en espagnol, doit rester en place, car l'expédition libératrice des purs bas risque de provoquer l'évasion de Mu par le chemin resté provisoirement ouvert. D'où les précautions dont le détail remplit la dernière partie du chant. Le chaman mobilise les seigneurs des animaux féroces pour garder le chemin. Les pistes sont brouillées, on tend des filets d'or et d'argent. Et pendant 4 jours, les Nilgons veillent et frappent leurs bâtons. Mu n'est donc pas une force foncièrement mauvaise, c'est une force dévoyée. L'accouchement difficile s'explique comme un détournement par l'âme de l'utérus de toutes les autres âmes des différentes parties du corps. Celle-ci, une fois libérée, l'autre peut et doit reprendre la collaboration. Soulignons, dès à présent, la précision avec laquelle l'idéologie indigène épouse le contenu affectif du trouble physiologique, tel qu'il peut apparaître, de manière informulée, à la conscience de la malade. Pour atteindre Mu, le chaman et ses assistants doivent suivre une route, le chemin de Mu, que les multiples allusions du texte permettent d'identifier de la même manière. Quand le chaman, accroupi sous le hamac de la malade, a fini de sculpter les Nuchu, ceux-ci se dressent à l'entrée du chemin et le chaman les exhorte en ces termes. La malade gît dans son hamac devant vous, son blanc tissu son blanc tissu est allongé, son blanc tissu remue doucement, le faible corps de la malade est étendu. Quand tu l'éclaires le chemin de Mu, celui-ci ruisselle, comme de sang. Le ruissellement s'écoule sous le hamac, comme du sang tout rouge. Le blanc tissu interne descend jusqu'au fond de la terre. Au milieu du blanc tissu de la femme, un être humain descend. Les traducteurs donnent le sens des 2 dernières phrases comme douteux, mais ils renvoient en même temps à un autre texte indigène publié par Nordenskjöld qui ne laisse subsister aucune équivoque sur l'identification du blanc tissu interne avec la vue. Sibugua molul arcaeoli blanca teia abriendo Sibugua moyul aquinale bianca teia extendiendo Sibugua mulul abalas iula purura iguanale blanca de la centrofeto caer haciendo Nordenskjöld IC page 607 à 608 Olmer et Vassine IC page 38 numéro 35 à 39. L'obscur chemin de Mu, tout ensanglanté par l'accouchement difficile, et que les Nuchu doivent reconnaître à la lueur de leurs vêtements et chapeaux magiques, est donc
incontestablement le vagin de la malade, et le séjour de Mou, la source trouble où elle a sa maison, correspond bien à l'utérus, puisque l'informateur indigène commente le nom de cette demeure à Mukapiria Wila par Omigan Purba Amurekeiri, la trouble menstruation des femmes, appelée aussi la profonde sombre source et la sombre place intérieure. Notre texte offre donc un caractère original qui lui mérite une place spéciale. Parmi les cures chamanistiques habituellement décrites, celles-ci relèvent de 3 types, qui ne sont d'ailleurs pas mutuellement exclusifs, soit que l'organe ou le membre malade soit physiquement mis en cause par une manipulation ou succion qui a pour objet d'extraire la cause de la maladie, généralement une épine, un cristal, une plume, qu'on fait apparaître au moment opportun. Amérique tropicale, Australie, Alaska, soit que chez les Araucans, la cure se centre autour d'un combat simulé, livré dans la hutte, puis à ciel ouvert, contre les esprits nuisibles, soit enfin, par exemple, chez les Navajos, que l'officiant prononce des incantations et prescrit des opérations, installation du malade sur les différentes parties d'une peinture tracée sur le sol avec des sables et des pollens colorés, dont on ne perçoit pas la relation directe avec le trouble spécial qu'il s'agit de guérir. Or, dans tous ces cas, la méthode thérapeutique dont on sait qu'elle est souvent efficace est d'interprétation difficile quand elle s'attaque directement à la partie malsaine. Elle est trop grossièrement concrète, en général, pure supercherie, pour qu'on lui reconnaisse une valeur intrinsèque, et quand elle consiste dans la répétition d'un rituel souvent fort abstrait, on n'arrive pas à comprendre son incidence sur la maladie. Il est commode de se débarrasser de ces difficultés en déclarant qu'il s'agit de cures psychologiques, mais ce terme restera vide de sens tant qu'on ne définira pas la façon dont des représentations psychologiques déterminées sont invoquées pour combattre des troubles physiologiques également bien définis. Or, le texte que nous avons analysé apporte une contribution exceptionnelle à la solution du problème. Il constitue une médication purement psychologique, puisque le chaman ne touche pas au corps de la malade et ne lui administre pas de remède, mais en même temps, il met directement et explicitement en cause l'état pathologique et son siège. Nous dirions volontiers que le chant constitue une manipulation psychologique de l'organe malade et que c'est de cette manipulation que la guérison est attendue. 1. La traduction de Ti-Ipia par tourbillon paraît forcée. Pour les indigènes sud-américains, comme d'ailleurs dans les langues ibériques, cf. Portugais, Oyo, Daigua, un œil d'eau, c'est une source. Commençons par établir la réalité et les caractères de cette manipulation. Nous rechercherons ensuite quels peuvent être son but et son efficacité. On est d'abord frappé de constater que le chant, dont le sujet est une lutte dramatique entre esprit secourable et esprit malfaisant pour la reconquête d'une âme, consacre une place très restreinte à l'action proprement dite sur 18 pages de texte. Le tournoi en occupe moins d'une, et l'entrevue avec Mupuklip tout juste 2. Au contraire, les préliminaires sont très développés. La description des préparatifs, de l'équipement des Nuchu,
de l'itinéraire des sites est traité avec une grande richesse de détails. Tel est le cas au début, pour la visite de la sage femme au chaman, la conversation de la malade avec la première, puis de celle-ci avec le second, est reproduite 2 fois, puisque chaque interlocuteur répète exactement la phrase de l'autre avant de lui répondre. La malade dit à la sage-femme, « En vérité, je suis vêtue du chaud vêtement de la maladie. » La sage-femme répond à la malade, « Tu es, en vérité, vêtue du chaud vêtement de la maladie. » Ainsi t'ai-je aussi entendu. On peut faire valoir que ce procédé stylistique est courant chez les Kuna et qu'il s'explique par la nécessité, pour des peuples limités à la tradition orale, de fixer exactement par la mémoire ce qui a été dit. Et cependant, il s'applique ici, non seulement aux paroles, mais aux démarches. La sage-femme fait un tour dans la hutte. La sage-femme cherche des perles. La sage-femme fait un tour. La sage-femme met un pied devant l'autre. La sage-femme touche le sol de son pied. La sage-femme met l'autre pied en avant. La sage-femme ouvre la porte de sa hutte. La porte de sa hutte craque. La sage-femme sort. Cette description minutieuse d'une sortie se répète à l'arrivée chez le chaman, au retour chez la malade, au départ du chaman et à l'arrivée de ce dernier, et parfois la même description est répétée à 2 reprises dans les mêmes termes. La cure commence donc par une histoire des événements qui l'ont précédé et certains aspects qui pourraient sembler secondaires, entrées et sorties, sont traités avec un grand luxe de détails, comme s'ils étaient, dirait-on, filmés au ralenti. Cette technique se retrouve dans l'ensemble du texte, mais elle n'est nulle part aussi systématiquement appliquée qu'au début, et pour décrire des incidents d'intérêt rétrospectif. Tout se passe comme si l'officiant essayait d'amener une malade, dont l'attention au réel est sans doute diminuée, et la sensibilité exacerbée par la souffrance, à revivre de façon très précise et très intense une situation initiale, et à en apercevoir mentalement les moindres détails. En effet, cette situation introduit une série d'événements dans le corps et les organes internes de la malade constitueront le théâtre supposé. On va donc passer de la réalité la plus banale au mythe, de l'univers physique à l'univers physiologique, du monde extérieur au corps intérieur. Et le mythe se déroulant dans le corps intérieur devra conserver la même vivacité, le même caractère d'expérience vécue, dont, à la faveur de l'état pathologique et par une technique obsédante appropriée, le chaman aura imposé les conditions. Il y a de l'air d'avoir eu noté les titres des textes de Freud, mais pas de les avoir lus. C'est une affaire distinctive qui est reconnaissable, je crois bien. Les 10 pages qui suivent offrent, dans un rythme haletant, une oscillation de plus en plus rapide entre les thèmes mythiques et les thèmes physiologiques, comme s'il s'agissait d'abolir dans l'esprit de la malade
La distinction qui les sépare est de rendre impossible la différenciation de leurs attributs respectifs à des images de la femme gisante dans son hamac ou dans la position obstétricale, indigène, genoux écartés, tournés vers l'est, gémissante, perdant son son, la vulve dilatée et mouvante, succèdent les appels nominaux aux esprits, ceux des boissons alcooliques, ceux du vent, des eaux et des bois, et même témoignage précieux de la plasticité du mythe, celui du paquebot argenté de l'homme blanc. Les thèmes se rejoignent, comme la malade, les nutchous des gouttes ruissellent le son, et les douleurs de la malade prennent des proportions cosmiques. Son blanc tissu interne s'étend jusqu'au sein de la terre, jusqu'au sein de la terre. Ces exudations forment une flaque, tout comme du sang, tout rouge. En même temps, chaque esprit, quand il apparaît, fait l'objet d'une description attentive, et l'équipement magique qu'il reçoit du chaman, longuement détaillé, perles noires, perles couleur de feu, perles sombres, perles rondes, os de jaguar, os arrondi, os de la gorge, et beaucoup d'autres os, os, collier d'argent, os de tatou, os de l'oiseau Kerketoli, os de pique vert, os à faire des flûtes, perles d'argent, puis la mobilisation générale reprend, comme si ces garanties étaient encore insuffisantes et que toutes les forces, connues ou inconnues de la malade, devaient être rassemblées pour l'invasion. Mais on est si peu lâché dans le royaume du mythe que la pénétration du vagin, pour mythique qu'elle soit, est proposée à la malade en termes concrets et connus. À 2 reprises, d'ailleurs, mou désigne directement l'utérus et non le principe spirituel qui en gouverne l'activité. Le mou de la malade, ici, ce sont les nélgans qui s'introduirent sur le chemin de mou, assumant l'apparence et affectant la manœuvre du pénis en érection. Les chapeaux des nélgans brillent, les chapeaux des nélgans blanchissent, les nélgans deviennent plats et bas, tout comme des bouts, tout droit. Les nélgans commencent à être terrifiants. Les nélgans deviennent tous terrifiants pour le salut du Mikapur-Balé de la malade. Et plus bas, les nélgans vont se balançant vers le haut du hamac. Ils vont vers le haut. Comme Nusupane, la technique du récit vise donc à restituer une expérience réelle, où le mythe se borne à substituer les protagonistes. Ceux-ci pénètrent dans l'orifice naturel et on peut imaginer qu'après toute cette préparation psychologique, la malade les sent effectivement pénétrer. Non seulement elle les sent, mais ils éclairent pour eux-mêmes, sans doute, et pour trouver leur voie, mais aussi pour elle, pour lui rendre clair et accessible à la pensée consciente, le siège de sensations ineffables et douloureuses. Le chemin qu'il se dispose à parcourir. Les nélgans placent une bonne vision dans la malade. Les nélgans ouvrent des yeux lumineux dans la malade. Et cette vision éclairante
Paraphraser une formule du texte leur permet de détailler un itinéraire compliqué, véritable anatomie mythique, correspondant moins à la structure réelle des organes génitaux qu'à une sorte de géographie affective, identifiant chaque point de résistance et chaque élancement. Les Nelligan se mettent en route. Les Nelligan marchent en file le long du sentier de Mou, aussi loin que la basse montagne. Les Nelligan, etc., aussi loin que la courte montagne. Les Nelligan se mettent en route, aussi loin que la longue montagne, la courte montagne. 1. Les points d'interrogation sont ceux du traducteur Nusupani, de Nusu vert, communément employé pour pénis, C.F. Holmer et Weisin. Page 47, numéro 280, page 57, numéro 540 et page 82. Les Nelligan se mettent en route aussi loin que Yalapokunayala. Les Nelligan se mettent en route aussi loin que Yala Akwatelekun Yala. Les Nelligan se mettent en route aussi loin que Yala Ila Misuikun Yala. Les Nelligan se mettent en route jusqu'au centre de la plate montagne. Les Nelligan se mettent en route. Les Nelligan marchent en file le long du sentier de Mou. Le tableau du monde utérin. Utérin, tout peuplé de monstres fantastiques et d'animaux féroces, est justifiable de la même interprétation, directement confirmée d'ailleurs, par l'informateur indigène. Ce sont, dit-il, les animaux qui accroissent les maux de la femme au travail, c'est-à-dire les douleurs elles-mêmes, personnifiées. Et ici encore, le chant semble avoir pour but principal de les décrire à la malade et de les lui nommer, et de les lui présenter sous une forme qui puisse être appréhendée par la pensée consciente ou inconsciente. Oncle Alligator, qui se meut ça et là, avec ses yeux protubérants, son corps sinueux et tacheté, en s'accroupissant et agitant la queue. Oncle Alligator, tic walele, au corps luisant, qui remue ses luisantes nageoires, dont les nageoires envahissent la place, repousse tout, entraîne tout. Nele kik, kirpananele, la pieuvre, dont les tentacules gluantes sortent et rentrent alternativement, et bien d'autres encore, celui dont le chapeau est mou, celui dont le chapeau est rouge, celui dont le chapeau est multicolore, etc. Et les animaux gardiens, le tigre noir, l'animal rouge, l'animal bicolore, l'animal couleur de poussière, chacun attaché par une chaîne de fer, langue pendante, langue sortante, bavant, écumant, la queue flamboyante, les dents menaçantes et déchirant tout comme du sang, tout rouge. Pour pénétrer dans cet enfer à la Jérôme Bosch et joindre sa propriétaire, les Nelligan ont d'autres obstacles à vaincre. Ceux-là matériels, fibres, cordes flottantes, fils tendus, rideaux successifs, couleurs d'arc-en-ciel, doré, argenté, rouge, noir, brun, bleu, blanc, vermiforme,
comme des cravates, jaunes, tordues, épais, et dans ce but, le chaman appelle des renforts, seigneurs des animaux foreurs de bois, qui devront couper, rassembler, enrouler, réduire les fils dans lesquels Olmer et Oisin reconnaissent les parois muqueuses de l'utérus. Hein? L'invasion suit la chute de ces derniers obstacles, et c'est ici que se place le tournoi des chapeaux, dont la discussion nous entraînerait trop loin du but immédiat de cet article. Au lieu de dire sex drive, we call it energia. Lacan est pas en désaccord. L'invasion suit la chute de ces derniers obstacles et c'est ici que se place le tournoi des chapeaux. Non. Après la libération du Nikapur Balile, vient la descente, aussi périlleuse que l'ascension, car le but de toute entreprise est de provoquer l'accouchement, c'est-à-dire, précisément, une descente difficile. Le chaman ressent son monde et encourage sa troupe, mais il lui faut encore convoquer des renforts, les ouvreurs de route, seigneurs des animaux foussieurs, tels que le tatou. On exhorte le niga à se diriger vers l'orifice. Ton corps gît devant toi, dans le hamac. Son blanc tissu est étendu, son blanc tissu interne se meut doucement. Ta malade gît devant toi, croyant qu'elle a perdu la vue. Dans son corps, il replace son Nikapur balai. L'épisode qui suit est obscur. On dirait que la malade n'est pas encore guérie. Le chaman part dans la montagne avec les gens du village pour recueillir des plantes médicinales. Il répète son offensive sous une nouvelle forme. C'est lui, cette fois, qui, imitant le pénis, pénètre dans l'ouverture de mou et s'y meut, comme nous sapins, nettoyant et séchant complètement la place intérieure. Pourtant, l'emploi d'astringents suggérerait que l'accouchement a eu lieu. Enfin, avant le récit des précautions prises pour prévenir l'évasion de mou, et que nous avons déjà décrite, on trouve un appel à un peuple d'archers, comme ils ont pour mission de soulever un nuage de poussière pour obscurcir le chemin de mou, et de monter la garde sur tous les chemins de mou, détours et raccourcis. Leur intervention relève sans doute, elle aussi, de la conclusion. Peut-être l'épisode antérieur se réfère-t-il à une deuxième technique de cure, avec manipulation des organes et administration de remèdes. Peut-être fait-il, au contraire, sous une forme également métaphorique, au premier voyage, plus complètement développé dans notre version. Il y aurait ainsi deux offensives lancées au secours de la malade, étayées l'une d'une mythologie psychophysiologique, l'autre d'une mythologie psychosociale indiquée par l'appel aux habitants du village, mais qui serait resté à l'état d'esquisse. Quoi qu'il en soit, il faut noter que le chant se termine après l'accouchement, comme il avait débuté avant la cure. Les événements antérieurs et postérieurs soient soigneusement rapportés. Il s'agit en effet de construire un ensemble systématique
Ce n'est pas seulement contre les velléités élusives de mots que la cure doit être, par des procédés minutieux, verrouillés. Son efficacité serait comprise si, avant même qu'on puisse attendre ses résultats, elle ne présentait pas à la malade un dénouement, c'est-à-dire une situation où tous les protagonistes ont retrouvé leur place et sont rentrés dans un ordre sur lequel ne plane plus de menaces. La cure consisterait donc à rendre pensable une situation donnée d'abord en termes affectifs et acceptable pour l'esprit des douleurs que le corps se refuse à tolérer. Que la mythologie du chaman ne corresponde pas à une réalité objective n'a pas d'importance. La malade y croit, et elle est membre d'une société qui y croit. Les esprits protecteurs et les esprits malfaisants, les monstres surnaturels et les animaux magiques font partie d'un système cohérent qui fonde la conception indigène de l'univers. La malade les accepte, ou plus exactement, elle ne les a jamais mis en doute. Ce qu'elle n'accepte pas, ce sont des douleurs incohérentes et arbitraires qui, elles, constituent un élément étranger à son système. Par l'appel au mythe, le chaman va replacer dans un ensemble où tout se tient. Mais la malade, ayant compris, ne fait pas que se résigner. Elle guérit, et rien de tel ne se produit chez nos malades quand on leur a expliqué la cause de leur désordre en invoquant des sécrétions, des microbes ou des virus. On nous accusera peut-être de paradoxe si nous répondons que la raison en est que les microbes existent et que les monstres n'existent pas. Et cependant, la relation entre microbes et maladie est extérieure à l'esprit du patient. C'est une relation de cause à effet, tandis que la relation entre monstre et maladie est intérieure à ce même esprit. Conscient ou inconscient, c'est une relation de symbole à chose symbolisée, ou, pour employer le vocabulaire des linguistes, de signifiant à signifier. Le chaman fournit à sa malade un langage dans lequel peuvent s'exprimer immédiatement des états informulés, autrement informulables. Et c'est le passage à cette expression verbale qui permet, en même temps, de vivre sous une forme ordonnée et intelligible une expérience actuelle, mais sans cela, anarchique et ineffable, qui provoque le déblocage du processus physiologique, c'est-à-dire la réorganisation, dans un sens favorable, de la séquence dont la malade subit le déroulement. À cet égard, la cure chamanistique se place à moitié chemin entre notre médecin organique et des thérapeutiques psychologiques comme la psychanalyse. Son originalité provient de ce qu'elle applique, un trouble organique, une méthode très voisine de ces dernières. Comment cela est-il possible? Une comparaison plus serrée entre chamanisme et psychanalyse et qui ne comporte dans notre pensée aucune intention désobligeante pour celle-ci permettra de préciser ce point. Dans les deux cas, on se propose d'amener à la conscience des conflits et des résistances restés jusqu'alors inconscients, soit en raison de leur refoulement par d'autres forces psychologiques, soit, dans le cas de l'accouchement, à cause de leur nature propre, qui n'est pas psychique mais organique, ou même simplement mécanique. Dans les deux cas aussi, les conflits et les résistances se dissolvent, non du fait de la connaissance, réelle ou supposée, que la malade en acquiert progressivement, mais parce que cette connaissance rend possible une expérience spécifique au cours de laquelle les conflits se réalisent dans un ordre et sur un plan qui permettent leur libre déroulement et conduisent à leur dénouement.
Cette expérience vécue reçoit, en psychanalyse, le nom d'abréaction. On sait qu'elle a pour condition l'intervention non provoquée de l'analyste, qui surgit dans les conflits du malade, par le double mécanisme du transfert, comme un protagoniste de chair et de sang, et vis-à-vis duquel ce dernier peut rétablir et expliciter une situation initiale restée informulée. Tous ces caractères se retrouvent dans la cure chamanistique. Là aussi, il s'agit de susciter une expérience et, dans la mesure où cette expérience s'organise, des mécanismes placés en dehors du contrôle du sujet se règlent spontanément pour aboutir à un fonctionnement ordonné. Le chaman a le même double rôle que le psychanalyste, un premier rôle d'auditeur pour le psychanalyste et d'orateur pour le chaman. Établit une relation immédiate avec la conscience, immédiate avec l'inconscient du malade. C'est le rôle de l'incantation proprement dite, mais le chaman ne fait pas que proférer l'incantation, il en est le héros, puisque c'est lui qui pénètre dans les organes menacés à la tête du bataillon surnaturel des esprits et qui libère l'âme captive. Dans ce sens, il s'incarne comme le psychanalyste objet du transfert pour devenir, grâce aux représentations induites dans l'esprit du malade, le protagoniste réel du conflit que celui-ci expérimente à mi-chemin entre le monde organique et le monde psychique. Le malade atteint de névrose liquide un mythe individuel en s'opposant à un psychanalyste réel. L'accouché du chêne surmonte un désordre organique véritable en s'identifiant à un chaman mythique transposé. Le parallélisme n'exclut donc pas des différences. On s'en étonnera pas si l'on prête attention au caractère psychique dans un cas et organique dans l'autre, du trouble qu'il s'agit de guérir. En fait, la cure chamanistique semble être un exact équivalent de la cure psychanalytique, mais avec une inversion de tous les termes. Toutes deux visent à provoquer une expérience, et toutes deux y parviennent en reconstituant un mythe que le malade doit vivre ou revivre. Mais dans un cas, c'est un mythe individuel que le malade construit à l'aide d'éléments tirés de son passé. Dans l'autre, c'est un mythe social que le malade reçoit de l'extérieur et qui ne correspond pas à un état personnel ancien. Pour préparer la préaction, qui devient alors une adréaction. Le psychanalyste écoute, tandis que le chaman parle. Une espèce de forme de révision hegelienne de l'histoire. C'est qu'à chaque fois qu'on regarde dans l'historique, elle est médiée par la nouvelle perspective qu'on y rajoute à le regarder. Ce qui fait que ça fonctionne dans la chaîne. Plus encore, quand les transferts s'organisent, le malade fait parler le psychanalyste en lui prêtant des sentiments et des intentions supposées. Au contraire, dans l'incantation, le chaman parle pour sa malade. Il l'interroge et met dans sa bouche des répliques correspondant à l'interprétation de son état dont elle doit se pénétrer. Mais vu s'est égarée, elle s'est endormie sur le chemin du Mupouklip. C'est Mupouklip qui est venu à moi. Elle veut prendre mon niga pour balayer. Munacheaite est venue à moi. Elle veut s'emparer de mon niga pour balayer pour toujours.
Et cependant, la ressemblance devient encore plus saisissante quand on compare la méthode du chaman avec certaines thérapeutiques d'apparition récentes et qui se réclament de la psychanalyse. Déjà, M. de Zweig avait souligné dans ses travaux sur le rêve éveillé que le trouble psychopathologique n'est accessible qu'au langage des symboles. Il parle donc à ces malades par symboles, mais ceux-ci sont encore des métaphores verbales. Dans un travail plus récent et que nous connaissons pas au moment où nous commencions cet article, Mademoiselle Setchhai va beaucoup plus loin. Et il nous semble que, plus loin les résultats sensationnels qu'elle a obtenus dans le traitement d'un cas de schizophrénie considéré comme incurable, confirmant pleinement les vues précédentes sur les rapports de la psychanalyse et du chamanisme. 1. Emma Setchhai, la réalisation symbolique, supplément numéro 12 de la Revue suisse de psychologie et de psychologie appliquée, Berne, 1947. Car mademoiselle Setchhai s'est aperçue que le discours, aussi symbolique qu'il puisse être, se heurtait encore à la barrière du conscient et qu'elle ne pouvait atteindre les complexes trop profondément enfouis que par des actes. Ainsi, pour résoudre un complexe de sevrage, la psychanalyste doit assumer une position maternelle, réalisée, non par une reproduction littérale de la conduite correspondante, mais, si l'on peut dire, à coup d'actes discontinus, dont chacun symbolise un élément fondamental de cette situation. Par exemple, la mise en contact de l'ajout de la malade avec le sein de la psychanalyste. La charge symbolique de tels actes rend ceux-ci propres à constituer un langage en vérité. Le médecin dialogue avec son sujet, non par la parole, mais par des opérations concrètes, véritables rites qui traversent l'écran de la conscience sans rencontrer d'obstacles pour apporter directement leur message à l'inconscient. Nous retrouvons donc la notion de manipulation qui nous avait paru essentielle à l'intelligence de la cure chamanistique, mais dont nous voyons que la définition traditionnelle doit être très élargie, car c'est tantôt une manipulation des idées et tantôt une manipulation des organes, la condition commune restant qu'il se fasse à l'aide de symboles, c'est-à-dire d'équivalents significatifs du signifié, relevant d'un autre ordre de réalité que ce dernier. Les gestes de mademoiselle Setchhai retentissent sur l'esprit inconscient de sa schizophrène, comme les représentations évoquées par le chaman déterminent une modification des fonctions organiques de la parturiente. Le travail est bloqué au début du chant, la délivrance prend place à la fin, et les progrès de l'accouchement se reflètent aux étapes successives du mythe. La première pénétration du vagin par les Nelgan se fait en file indienne, et comme c'est une ascension, à l'aide des prestigieux chapeaux qui ouvrent et éclairent le passage, quand vient le retour, qui correspond à la deuxième phase du mythe, mais à la première phase du processus physiologique, puisqu'il s'agit de faire descendre l'enfant, l'attention se déplace vers leurs pieds, en signal qu'ils ont des souliers. Au moment où ils envahissent la demeure de Mou, ils ne vont déjà plus en file, mais 4 par 4, et pour ressortir à l'air libre, ils vont tous de front. Sans doute, cette transformation des détails du mythe a-t-elle pour but d'éveiller une réaction organique correspondante, mais la malade pourrait se l'approprier sous forme d'expérience si elle ne s'accompagnait d'un
progrès réel de la dilatation. C'est l'efficacité symbolique qui garantit l'harmonie du parallélisme entre mythe et opération. Et mythe et opération forment un couple où se retrouve toujours la dualité du malade et du médecin. Dans la cure de la schizophrénie, le médecin accomplit les opérations et le malade produit son mythe. Dans la cure chamanistique, le médecin fournit le mythe et le malade accomplit les opérations. L'analogie entre les deux méthodes serait plus complète encore si l'on pouvait admettre, comme Freud semble avoir suggéré à 2 reprises, que la description, en termes psychologiques, de la structure des psychoses et des névroses doivent disparaître un jour devant une conception physiologique ou même biochimique. Cette éventualité pourrait être plus proche qu'il ne semble, puisque les recherches suédoises récentes ont mis en évidence des différences chimiques portant sur leurs richesses respectives en polynucléotides entre les cellules nerveuses de l'individu normal et celles de l'aliéné. Dans cette hypothèse, ou dans tout autre du même type, la cure chamanistique et la cure psychanalytique deviendraient rigoureusement semblables. Il s'agirait chaque fois d'induire une transformation organique, consistant essentiellement en une réorganisation structurale, en amenant le malade à vivre intensément un mythe, tantôt reçu, tantôt produit, et dont la structure serait à l'étage du psychisme inconscient, analogue à celle dont on voudrait déterminer la formation à l'étage du corps. L'efficacité symbolique consisterait précisément dans cette propriété inductrice que posséderaient les unes par rapport aux autres, des structures formellement homologues pouvant s'édifier avec des matériaux différents aux différents étages du vivant, processus organique, psychisme inconscient, pensée réfléchie. La métaphore poétique fournit un exemple familier de ce procédé inducteur, mais son usage courant ne lui permet pas de dépasser le psychique. Nous constatons ainsi la valeur de l'intuition de Rimbaud, qu'elle peut aussi servir à changer le monde. La comparaison avec la psychanalyse nous a permis d'éclairer certains aspects de la cure chamanistique. Il n'est pas certain qu'inversement, l'étude du chamanisme ne soit pas appelée un jour à élucider les points restés obscurs de la théorie de Freud. Nous pensons particulièrement à la notion de mythe et à la notion d'inconscient. On a vu que la seule différence entre les deux méthodes qui survivrait à la découverte d'un substrat physiologique des névroses concernerait l'origine du mythe, retrouvé, dans un cas, comme un trésor individuel, et reçu, dans l'autre, de la tradition collective. On dirait qu'en fin de compte, Lacan a sûrement écouté ce texte plusieurs fois, puis qu'il les a tournés en métaphores usitées, genre trésor, signifiant, qui rajoute toutes sortes de bouts qu'on dirait vraiment qu'il a juste pris des bouts de mots puis les a transformés en forme psychanalytique. En fait, beaucoup de psychanalystes se refuseront à admettre que les constellations psychiques qui réapparaissent à la conscience du malade puissent constituer un mythe. Ce sont, diront-ils, des événements réels qu'il est parfois possible de dater, dont l'authenticité est vérifiable par une enquête auprès des parents ou des domestiques. Est-ce que ça vaut la peine? Nous ne mettons pas les faits en doute,
Ce qu'il convient de se demander, si c'est si la valeur thérapeutique de la cure tient au caractère réel des situations remémorées, ou si le pouvoir traumatisant de ces situations ne provient pas du fait qu'au moment où elles se présentent, le sujet les expérimente immédiatement sous forme de mythes vécus. Note 1. Maria Bonaparte. Notes on the Analytic Discovery of a Primal Scene. Dans The Psychoanalytic Study of the Child, Volume 1, New York, 1945. Nous entendons par là que le pouvoir traumatisant d'une situation quelconque ne peut pas résulter de ses caractères intrinsèques, mais de l'aptitude de certains événements surgissant dans un contexte psychologique, historique et social approprié, à induire une cristallisation affective qui se fait dans le moule d'une structure préexistante. Par rapport à l'événement ou à l'anecdote, ces structures, ou plus exactement, ces lois de structure, sont vraiment intemporelles. Chez le psychopathe, toute la vie psychique et toutes les expériences ultérieures s'organisent en fonction d'une structure exclusive ou prédominante, sous l'action catalysante du mythe initial. Mais cette structure, les autres qui, chez lui, sont relégués à une place subordonnée, se retrouvant chez l'homme normal, primitif ou civilisé. L'ensemble de ces structures formerait ce que nous appelons l'inconscient. Nous verrions ainsi s'évanouir la dernière différence entre la théorie du chamanisme et celle de la psychanalyse. L'inconscient cesse d'être l'ineffable refuge des particularités individuelles, le dépositaire d'une histoire unique qui fait de chacun de nous un être irremplaçable. Il se réduit à un terme par lequel nous désignons une fonction. La fonction symbolique, spécifiquement humaine, sans doute, mais qui, chez tous les hommes, s'exerce selon les mêmes lois, qui se ramènent en fait à l'ensemble de ces lois. Si cette conception est exacte, il faudra vraisemblablement rétablir entre inconscient et subconscient une distinction plus marquée que la psychologie contemporaine ne nous avait habitués à le faire. Car le subconscient, réservoir des souvenirs et des images collectionnées au cours de chaque vie, cette définition tant critiquée reprend un sens par la distinction radicale entre subconscient et inconscient, devient un simple aspect de la mémoire, en même temps qu'il affirme sa pérennité. Il implique ses limitations, puisque le terme de subconscient se rapporte au fait que les souvenirs, bien que conservés, ne sont pas toujours disponibles. Au contraire, l'inconscient est toujours vide, ou plus exactement, il est aussi étranger aux images que l'estomac, aux aliments qui le traversent. Organe d'une fonction spécifique, il se borne à imposer des lois structurales qui épuisent sa réalité à des éléments inarticulés qui proviennent d'ailleurs, pulsions, émotions, représentations, souvenirs. On pourrait donc dire que le subconscient est le lexique individuel où chacun de nous accumule le vocabulaire de son histoire personnelle, mais que ce vocabulaire n'acquiert de signification pour nous-mêmes et pour les autres que dans la mesure où l'inconscient l'organise suivant ses lois et en fait ainsi un discours. Comme ces lois sont les mêmes dans toutes les occasions où il exerce son activité et pour tous les individus, le problème posé au paragraphe précédent peut aisément se résoudre. Le vocabulaire importe moins que la structure. Que le mythe soit récréé par le sujet ou emprunté à la tradition, il ne tire de ses sources
individuelles ou collectives entre lesquelles se produisent constamment des interpénétrations et des échanges, que le matériel d'image qu'ils mettent en œuvre, mais la structure reste la même. C'est par elle que la fonction symbolique s'accomplit. Ajoutons que ces structures ne sont pas seulement les mêmes pour tous et pour toutes les matières auxquelles s'applique la fonction, mais qu'elles sont aussi peu nombreuses. Nous comprendrons pourquoi le monde du symbolisme est infiniment divers par son contenu, mais toujours limité par ses lois. Il y a beaucoup de langues, mais très peu de lois phonologiques qui valent pour toutes les langues. Un recueil de contes et des mythes connus occuperait une masse imposante, le volume. Mais on peut les réduire à un petit nombre de types simples, mettant en œuvre, derrière la diversité des personnages, quelques fonctions élémentaires. Et les complexes, ces mythes individuels, se ramènent ici à quelques types simples, moules. Vient se prendre la fluide multiplicité des cas. Du fait que le chaman ne psychanalyse pas son malade, on peut donc conclure que la recherche du temps perdu, considérée par certains comme la clé de la thérapeutique psychanalytique, n'est qu'une modalité dont la valeur et les résultats ne sont certes pas négligeables d'une méthode plus fondamentale qui doit se définir sans faire appel à l'origine individuelle ou collective du mythe. Car la forme mythique prime le contenu du récit, c'est du moins ce que l'analyse d'un texte indigène nous a paru enseigner, mais dans un autre sens, on sait bien que tout mythe est une recherche du temps perdu. Cette forme moderne de la technique chamanistique et la psychanalyse tire donc ses caractères particuliers du fait que, dans la civilisation mécanique, il n'y a plus de place pour le temps mythique qu'en nous-mêmes. De cette constatation, la psychanalyse peut recueillir une confirmation de validité en même temps que l'espoir d'approfondir ses bases théoriques et de mieux comprendre le mécanisme de son efficacité par une confrontation de ses méthodes et de ses buts avec ceux de ses grands prédécesseurs, les chamans et les sorciers. Claude Lévi-Strauss.